Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cet épisode pour vous parler du café. Alors, dans ce calendrier de l'Avent où il y a eu des sujets très denses, très profonds, très intimes, dans les jours précédents, là on repart dans la nutrition santé. Et j'ai énormément de questions à chaque fois sur le café. J'en ai fait un dossier complet pour mes élèves IG Nutri qui retrouvent en fin de formation, un peu comme une récompense. Ils ont des dossiers complets sur le gluten, sur le soja, sur les produits laitiers, sur le café. Mais je reçois tellement de questions que je me suis dit que j'allais vous en parler aujourd'hui. Il faut savoir en plus que le café, c'est la boisson la plus consommée au monde après l'eau. Et puis derrière ce petit rituel quasi quotidien pour certains, il se joue en fait des mécanismes neurologiques, hormonaux, métaboliques, beaucoup plus complexes que ce qu'on croit. Et c'est vrai qu'au-delà des questions et de toutes les vidéos que j'ai pu voir passer sur le sujet qui traitent selon moi le sujet à moitié, j'ai décidé de m'y coller. En tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux pour traiter ce sujet de la manière la plus large possible. Et pour l'occasion, je me suis fait un petit café. La question c'est, est-ce que je vais le boire à la fin de cet épisode ou pas? Et pour le savoir, il va falloir rester jusqu'à la fin. Et peut-être que vous ferez certainement le même choix que moi à l'avenir. Alors pour commencer, déjà au niveau de la composition, notre café renferme plus d'une douzaine de composés bioactifs. Évidemment, ce n'est pas le grain de café en lui-même qu'on va consommer, mais c'est l'eau qui a extrait ces composés solubles. Et cette boisson, elle est riche en 3 molécules spécifiques. Tout d'abord, il y a les polyphénols qui vont stimuler nos défenses contre le stress oxydatif. Donc les polyphénols, ce sont ces antioxydants. On a plus particulièrement les acides chlorogéniques qui sont présents dans le café vert, c'est-à-dire avant la torréfaction. Et puis il y a les mélanoïdes qui, eux, sont formés lors de la torréfaction et ils sont responsables de cette couleur noire du café. Comme autre molécule, on a aussi les alcools diterpènes qui, eux, ont des propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires. Et enfin, on a la célèbre caféine, la molécule stimulante du café qui agit directement sur le système nerveux et qui va augmenter l'état d'éveil. Alors cette caféine, on la retrouve aussi dans le cacao, dans le thé, dans le maté, dans le guarana. Elle va avoir des noms spécifiques à chaque fois. Ça va être la caféine, la théine, la guaranine, la matéine. Mais il s'agit exactement de la même molécule. En fait, la seule différence, c'est la manière dont elle est libérée et absorbée dans le corps. Quand la caféine vient du café, elle agit vite, fort, et c'est ce qui donne cet effet de coup de fouet. Par contre, quand ça vient du thé, ou quand elle est associée à des tanins de manière générale, elle est libérée plus lentement, et elle va procurer une stimulation plus douce, plus stable, plus longue en général. Et on a d'ailleurs le même type de stimulation lente et prolongée avec le guarana. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a souvent beaucoup de pubs que je vois passer sur le sujet, toujours pour le même produit, là sur les réseaux sociaux, qui nous dit « Nous avons trouvé une nouvelle plante absolument incroyable qui booste, mais sans crash juste après énergétique. C'est le guarana, c'est absolument révolutionnaire. » Et ça me fait toujours rire parce que pour le coup, le guarana, ça fait des dizaines d'années qu'on connaît ça. Moi, ça fait 15 ans que j'en consomme. Mais ça me fait assez halluciner de voir comme à chaque fois, on veut nous faire croire qu'il y a une nouvelle solution qui est arrivée pour résoudre tous nos problèmes. Bref, petite parenthèse sur le guarana. Mais en tout cas, ce qui est intéressant concernant la caféine, c'est que, en l'occurrence, la caféine du café, c'est qu'elle va énormément varier selon le café que vous allez boire. Le tout premier facteur va dépendre de la variété du grain que vous allez choisir. Il y a le Robusta et l'Arabica. Et le Robusta contient 2,5 fois à 3 fois plus de caféine. Il y a la torréfaction également, parce que plus le grain est torréfié, plus le taux de caféine diminue. Et enfin, on a le mode de préparation. Et là, on observe des variations qui sont énormes. À savoir, pour un mug d'environ 250 ml de café, vous allez avec un café filtre, donc vous savez, ces cafetières un peu, la cafetière filtre en fait, ou les cafés qu'on voit dans les films américains, vous avez 190 mg de caféine pour 250 ml. Dans la cafetière italienne, vous avez 135 à 150 mg. Dans les cafetières à piston, alors là, ça va vraiment dépendre du temps de filtration, mais on est à peu près à 140 mg. Pour un expresso ou des dosettes, on est à 125 mg, toujours de caféine. Et dans un café instantané, on est à 30 à 50 mg. Et à titre de comparaison, une canette de cola, c'est entre 40 et 50 mg, une canette de 33 centilitres. C'est donc ni l'intensité du goût, ni la couleur foncée qui va déterminer la teneur en caféine de votre boisson, mais c'est bien le temps d'infusion ou de filtration. Maintenant, faisons ce qui nous intéresse souvent le plus par rapport au café, c'est l'effet anti-fatigue. Si la caféine du café nous stimule si vite, c'est parce qu'il n'a pas de tanin et donc ça va être très rapidement absorbé par notre estomac et notre intestin grêle. Ce qui fait que ça passe en quelques minutes la barrière hémato-encéphalique. Et là, au niveau cérébral, ça va imiter ce qu'on appelle l'adénosine. L'adénosine, c'est une molécule qui active la sensation de fatigue. Normalement, l'adénosine, elle se fixe sur ses propres récepteurs.
ça va donner l'information au corps de ralentir et c'est ce qui nous rend somnolents. Mais la caféine, comment elle agit en fait? Elle va se loger à la place de cette adénosine, ça va donc bloquer les récepteurs à adénosine et donc bloquer le signal de fatigue. Résultat, plus de coups de barre et bonjour la sensation d'éveil. Mais le problème, c'est que la réalité, elle est vachement moins marrante, notamment concernant cet effet coup de fouet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette caféine, elle passe très vite au niveau cérébral, mais elle va aussi avoir une action quasi immédiate sur les glandes surrénales. Les glandes surrénales, c'est ces petits chapeaux qu'il y a au-dessus des reins qui nous permettent de créer beaucoup d'hormones, les hormones sexuelles, les hormones qui nous permettent de gérer le stress. Et en l'occurrence, c'est grâce aux glandes surrénales qu'on peut faire face au stress, quel qu'il soit. Et donc la caféine va arriver très vite au niveau surrénalien et elle va les obliger à libérer de l'adrénaline et du cortisol. D'où une accélération du rythme cardiaque, l'augmentation de la pression artérielle, la libération de glucose, ce qui explique son effet hyperglycémiant, ce qui veut dire que ça fait monter le taux de sucre dans le sang. Et donc ces hormones et ce sucre ensemble, ça donne une meilleure vigilance et une énergie instantanée. Mais ce fameux kick ressenti, en fait, c'est juste une réponse de stress. Et ça, en fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que la première phase d'action de la caféine dans le corps. C'est la phase qui se passe entre le moment où on boit notre café et les 30 premières minutes. En gros, on a la caféine qui inhibe totalement l'adénosine, si je résume. Vous avez l'adrénaline et le cortisol qui montent en flèche. C'est d'ailleurs pourquoi on dit souvent que le café, c'est du cortisol liquide. On se retrouve aussi avec la dopamine, ce neurotransmetteur qui nous dope, qui nous donne la bonne humeur et l'envie, va grimper, on va se sentir plus concentré, plus productif. Et on a donc notre glycémie qui monte. Maintenant, la deuxième phase, c'est 30 minutes après avoir bu un café jusqu'à 6 heures après. Là, le corps va progressivement vouloir revenir au calme. Et il va sécréter de la noradrénaline. Et c'est le système nerveux parasympathique qui va s'activer. Et c'est malheureusement là que la réalité nous rattrape et qu'on retrouve notre coup de barre. Parce que oui, le regain d'énergie ressenti, en fait, c'était un leurre. Et pour bien comprendre le fait que vous vous fassiez leurrer, je vais vous donner plusieurs détails. Si on reprend notre adénosine, l'adénosine, en fait, elle va être produite en excès quand on boit beaucoup de café. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, la caféine bloque les récepteurs de l'adénosine, donc votre cerveau ne reçoit plus le signal de fatigue. Mais votre corps, il va interpréter ça comme un problème. Il va se dire littéralement, en fait, on m'envoie un signal d'éveil alors que biologiquement, je suis censée être KO, donc je vais produire encore plus d'adénosine pour que le message passe. Le résultat, c'est qu'au fil des jours, des semaines, des années de café quotidien, vous avez une production d'adénosine en excès. Vous avez des récepteurs qui sont devenus plus nombreux mais qui sont moins sensibles, de la fatigue ressentie de plus en plus tôt dès que la caféine baisse, et puis surtout le fait que vous ayez donc envie de plus en plus de café. Donc c'est comme ça qu'on devient dépendant, juste pour retrouver un niveau normal d'énergie. Et en parallèle de ça, vos glandes surrénales s'épuisent à force de produire de l'adrénaline et du cortisol. Parce que quand on boit un café tous les matins à jeun, plusieurs fois par jour ou depuis des années, en fait, vos surrénales, elles sont tout le temps stimulées, alors qu'elles ne sont pas faites pour être activées en permanence à la base. Elles sont faites pour répondre à un danger, à un stress majeur, à une séance de sport, à un stress ponctuel, en fait, mais pas à quelque chose de continu. Elles sont censées avoir ce mode action. Je vous parle souvent de cet équilibre yin-yang. Il faut bien sûr qu'elles puissent être prêtes à agir, mais pour ça, il faut qu'elles puissent se reposer. C'est comme vous, en fait. C'est comme si je vous disiez, maintenant, vous allez tout le temps être réveillé. C'est terminé les nuits de sommeil. Fini. Vous ne dormez plus, vous ne faites plus de sieste, vous êtes tout le temps éveillé. Imaginez l'effet que ça aurait. De boire des cafés quotidiennement et plusieurs fois par jour, c'est exactement ce que vous demandez de faire à vos surrénales. Et à force d'être sursollicitées, elles vont moins bien produire de l'adrénaline. La régulation du cortisol, elle devient chaotique, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous allez avoir trop de cortisol, pas assez de cortisol. Les sécrétions vont être inversées, c'est-à-dire que normalement, vous seriez censé avoir du cortisol le matin, mais pas le soir. Là, en fait, vous allez être dysrégulé, donc c'est l'inverse qui peut arriver. Donc, vous pouvez être crevé le matin, puis en super forme le soir, par exemple. Votre fatigue, elle va devenir profonde, chronique, et puis ça va aussi fatiguer votre système hormonal et nerveux. Et vu que nos glandes surrénales, elles sont aussi en charge de la production d'hormones sexuelles, autant vous dire que de ce côté, notamment des cycles menstruels ou de la fertilité, ça peut grandement partir en cacahuète. Donc c'est ça qu'on appelle la dysrégulation surrénalienne, c'est ça qu'on appelle l'épuisement surrénalien, qu'on confond souvent avec la fatigue chronique. Mais c'est pas tant de la fatigue chronique, c'est juste qu'on a été trop fouetté nos surrénales à dose d'excitants en fait. Donc si vous voulez, moi je dis toujours que boire un café quotidiennement, boire du café régulièrement, c'est comme faire un crédit à la banque. Vous n'avez pas de thunes, vous faites un crédit, super, vous avez de l'argent qui arrive, mais ce n'est pas le vôtre. Vous allez être endetté. Tôt ou tard, il va falloir vous mettre à mettre de côté et à rembourser cette dette.
Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que le café vous donne aujourd'hui l'énergie qui était destinée à demain. Et ça, quand vous arrêtez le café, vous le sentez, parce que vous avez un crash d'énergie et plein de symptômes liés à cette dette, à ce crédit dont vous avez abusé. Donc justement, voyons les symptômes du sevrage, c'est-à-dire tous ces symptômes qui arrivent quand vous commencez à arrêter de boire du café. Souvent, quand on arrête, on va ressentir de la léthargie, des maux de tête, une envie de sucre ou de gras, la somnolence profonde, de l'irritabilité, une sensation d'être en dep en fait, parce que oui, je vous disais que ça favorisait la sécrétion de dopamine, donc il y a ce crash aussi de neurotransmetteurs, et ça peut causer des migraines. Et tout ça en fait, c'est juste la réalité de votre véritable état de santé, état d'énergie, qui est enfin visible, parce que vous faites face à votre dette. Donc tout d'un coup, quand vous n'êtes pas stimulé, vous faites face à tous ces stocks de neurotransmetteurs, d'hormones et d'énergie qui sont complètement vides. Donc vous vous sentez mal, tout simplement. Et je vais en profiter pour répondre à une question qu'on me pose souvent, qui est pourquoi est-ce qu'on a des maux de tête ou des migraines quand on arrête le café? Et ce point-là, il est fascinant, et pour l'expliquer, il y a 3 raisons majeures. La première, c'est la vasoconstriction, vasodilatation brutale qui se passe, parce que la caféine, elle va resserrer les vaisseaux et les capillaires sanguins. C'est cette vasoconstriction. Et c'est d'ailleurs pourquoi on l'utilise pour les médicaments antimigraineux. Et puis deuxièmement, il y a l'adénosine qui revient en masse. Donc souvenez-vous, le corps produit plus d'adénosine pour compenser la caféine. Et quand on va arrêter de boire du café, il n'y a plus ce système de caféine qui bloque les récepteurs. Du coup, l'adénosine, elle va se fixer massivement et on prend une onde de fatigue et un ralentissement neuronal brutal. Et c'est ce mélange de vaisseaux sanguins et capillaires qui se dilatent, de flux sanguin qui augmente, de pression artérielle qui change rapidement, couplé à l'adénosine qui arrive, qui va créer cette fatigue extrême, ce brouillard mental et potentiellement des maux de tête forts, voire des migraines. Et en parallèle de ça, la chute brutale d'adrénaline et de dopamine va faire en effet qu'on se sent plus motivé, on a plus ce côté bonne humeur qu'apporte le café. L'adrénaline, elle joue sur la vigilance et le niveau d'énergie. Donc là, il y a tout qui s'effondre, on a un crash dopaminergique, et c'est ça qui peut donner aussi des maux de tête et de l'irritabilité. Donc, en cas de sevrage, restez chez vous. Parce qu'en général, en termes d'humeur, d'irritabilité, c'est pas foufou. Et c'est d'ailleurs aussi pourquoi, quand je fais des immersions, je dis bien aux participants qu'il n'y aura pas de café dans l'immersion. Et donc, je leur dis arrêtez le café avant pour éviter les effets secondaires, pour récupérer aussi énergétiquement et donc mieux profiter de la retraite, du lieu et des pratiques qu'on fait ensemble. Donc en résumé sur cette partie-là, quand vous buvez un café tous les jours, vous bloquez artificiellement les signaux de la fatigue, vous surstimulez vos glandes surrénales, vous augmentez la production d'adénosine et vous devenez dépendant aux stimulants. Quand vous l'arrêtez, les vaisseaux se dilatent, l'adénosine se fixe en excès, la dopamine et l'adrénaline chutent. D'où les maux de tête, la fatigue, l'envie de sucre et le besoin de dormir. Ok ? Maintenant, malheureusement, il y a d'autres effets négatifs avec le café. Le premier, c'est l'acrylamide. L'acrylamide, je vous en ai parlé, si vous vous souvenez, dans ma masterclass sur la longévité en bonne santé. Je vous parle de ces cuissons à haute température qui créent des réactions de Maillard. Donc c'est tout ce qu'on trouve quand on grille, quand on toast, quand on surcuit en fait de manière générale, et qui donne cette réaction, ce côté brunissement en fait ou cramé. Cette réaction de Maillard, c'est donc un phénomène de glycation, et on retrouve ça dans les processus de torréfaction, donc pour le café. C'est une molécule qui est malheureusement cancérigène et qui est potentiellement reprotoxique. Ça veut dire toxique pour le système reproducteur. Et on va la retrouver donc par exemple dans des aliments comme les chips, comme les frites, les biscuits, les viennoiseries, les pains, les céréales. Vous savez, toute cette bonne odeur de bien cuit en fait. D'accord ? On va en retrouver dans la fumée de tabac aussi. Il faut le savoir, le tabagisme passif, c'est un petit peu comme ce que je vous disais sur le cadmium. Il n'y a rien de bon là-dedans. On va en retrouver aussi dans la chicorée et toutes les autres graines torréfiées. Et c'est pourquoi les régimes santé comme le régime signalé, qui est un régime anti-inflammatoire, qui a pour but de lutter contre des maladies auto-immunes, préconisent des cuissons à basse température. Et c'est pourquoi même en nutrition santé, on recommande plutôt la cuisson à la vapeur douce par exemple, parce qu'on va éviter les hautes températures qui créent ce phénomène de glycation, ce qui fait qu'on retrouve ces acrymalides qui sont pas top pour notre santé. Et en l'occurrence, on considère que 34% de notre exposition quotidienne à ces acrymalides vient juste du café. Donc ça, c'est vraiment un point négatif. Deuxième point négatif et non des moindres concernant le café, enfin deuxième point, xème point, parce que si on considère qu'il y a les surrénales, l'adénosine
Et puis, cette histoire d'acrylamide, on sera au 4e. Le café est acidifiant. En fait, quand on dit que le café acidifie l'organisme, c'est pas juste une question de pH, parce que oui, il a un pH qui est à peu près à 5, ce qui veut dire que c'est quelque chose d'acide. Notre corps, par exemple, il est plutôt autour des 7,35, 7,45. Au-delà, c'est basifiant. En dessous, c'est acide. Mais quand on dit que le café acidifie l'organisme, on parle plutôt de son impact sur l'équilibre acido-basique du corps. Car votre corps, et le mien aussi, a donc son propre pH qui est très stable, et pas même un café ne peut réellement changer son pH. Sinon, on serait tous morts. D'accord ? Ce pH, il est vital. En revanche, le café influence ce qu'on appelle la charge acide métabolique, c'est-à-dire le pH tissulaire de votre corps, et ça va influencer directement la manière dont votre corps va tamponner, c'est-à-dire va absorber ou éliminer cette acidité. Et ce qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi le café augmente la charge acide métabolique ? Eh bien tout simplement parce que le café, il est riche en chlorure, en sulfate, en acide organique, et lorsqu'il est ingéré, digéré, c'est-à-dire métabolisé, il va générer des résidus acides que le corps doit neutraliser pour retrouver son équilibre. C'est pour ça qu'on parle de charge acide métabolique. Et donc pour tout ça, pour retrouver cet équilibre, votre corps va utiliser l'activité rénale. La ventilation aussi, c'est un processus d'équilibre de son pH. C'est-à-dire que quand vous respirez, par exemple, quand vous faites du sport, quand vous ventilez en fait, et quand vous faites des profondes expirations, vous libérez des acides à travers le souffle. C'est pour ça que je parle de la ventilation. Mais sinon, le système très utilisé par le corps, c'est ce qu'on appelle des tampons sanguins. En gros, ce principe-là est basé sur le fait que votre corps va utiliser ses propres minéraux, à commencer par le magnésium, le potassium, le calcium, pour tamponner les excès d'acidité. Souvenez-vous-en, je vous en parlais dans l'épisode sur les antinutriments que j'ai fait la semaine dernière, où je vous disais qu'il y a ce phénomène de déminéralisation avec certains aliments, parce que ça absorbe tous les minéraux, et donc ça crée en fait cette acidité tissulaire, parce que le corps a besoin de ces minéraux pour absorber l'acidité. Donc le café, il n'est pas que acide au niveau de l'estomac, mais il génère cette charge métabolique acide que le corps doit réguler. Cette notion d'équilibre acido-basique, ce n'est pas un mythe, c'est juste souvent mal expliqué. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le pH sanguin reste stable, c'est vital pour notre organisme, mais ce qui change, c'est le pH tissulaire, c'est la charge acide que vos reins doivent éliminer, c'est l'utilisation des minéraux comme tampons, et c'est ça qui nous déminéralise, et c'est aussi la fatigue du système nerveux. Parce que, souvenez-vous, dans mon épisode sur le magnésium, je vous disais que le minéral numéro 1 du système nerveux, c'est le magnésium. Mais si on utilise notre magnésium, en l'occurrence, pour tamponner les acides, on aura moins de magnésium pour le fonctionnement de notre système nerveux. Et ça aussi, ça l'épuise. Alors, quand il y a un déséquilibre acido-basique, on pourrait se demander quels sont les tissus qui sont les plus impactés. Et en plus du système nerveux dont je parlais précédemment, on va avoir particulièrement le système musculo-squelettique, les tendons, les articulations, les tissus conjonctifs, donc les fascias, les ligaments, la muqueuse digestive évidemment, les reins, comme on l'a vu, parce que l'activité rénale est suractivée, le système immunitaire aussi. Et puis, il faut savoir que l'acidité tissulaire va favoriser et entretenir les phénomènes inflammatoires. Ce qui veut dire aussi que ça peut aggraver les douleurs, surtout les douleurs articulaires ou les douleurs menstruelles. Donc concrètement, si on parle symptômes purs que beaucoup de gens ressentent, ça va favoriser l'intestin irritable, les douleurs articulaires, les problèmes d'arthrite, le syndrome prémenstruel, point majeur, le stress chronique et la fatigue surrénalienne, comme je disais précédemment. Ça va ? On est bon ? Le message est clair ? Je crois que quand on comprend ça, on comprend beaucoup de choses en fait. Donc c'est pourquoi le café est en général déconseillé quand il y a des troubles digestifs, si vous avez des irritations, des diarrhées, de l'inflammation, si vous avez une tendance à être très sensible au café parce qu'en fait il va agir sur le nerf vague et il va accélérer le transit, eh ben on va éviter parce que là on a tous une sensibilité différente. On va aussi éviter le café s'il y a une inflammation de bas grade parce que ça va aggraver le problème. On va l'éviter s'il y a des aigreurs d'estomac, des reflux. Et puis, il y a d'autres moments où on va être vigilant à la consommation de café, notamment quand il y a certains médicaments, à savoir quand on prend du paracétamol, ça va en augmenter la toxicité. Et puis, à l'inverse, quand vous prenez des antibiotiques, les antibiotiques vont limiter l'élimination naturelle du café, de la caféine. Aussi, quand vous prenez des probiotiques, puisque le café est une boisson chaude, acide,
et qui stimule le transit aussi, on va plutôt prendre nos probiotiques avant de boire un café. Donc moi, souvent, je conseille de prendre vos probiotiques le matin à jeun et d'attendre au moins 1 heure avant de boire un café, parce que sinon, ça va soit désactiver les probiotiques, soit en fait vous amener direct à la selle et ça n'aura pas le temps de faire d'effet. On va aussi faire très attention si on est enceinte ou allaitante, parce qu'on sait que le café passe au niveau placentaire, que ça a des effets sur le rythme cardiaque du bébé et ça peut aussi accélérer l'arrêt de la lactation. Donc ça passe pas dans le lait, ça passe au niveau placentaire, mais par contre ça joue un rôle sur votre capacité à produire du lait ou pas. Et puis durant la grossesse, on sait que la caféine est néfaste pour le développement du fœtus. Il y a plusieurs recherches qui ont mis en avant que consommer plus de 200 mg de café par jour était corrélé à une taille plus petite que la normale à la naissance, mais aussi à la diminution du quotient intellectuel chez l'enfant. Et on observe aussi une diminution de l'absorption des vitamines du groupe B quand on consomme du café, ce qui augmente le risque de fausse couche, et ce jusqu'à 74% pour les personnes, pour les femmes qui consomment au moins 3 boissons qui contiennent de la caféine quotidiennement. Donc de base, les excitants, c'est vraiment limité. En tant que femme, vraiment, on y est très sensible. D'ailleurs, concernant le cycle féminin, ça va donc aggraver le syndrome prémenstruel, notamment en augmentant les niveaux de cortisol. On sait que le café peut perturber le sommeil et donc en effet cascade, on va avoir une perturbation hormonale, on va avoir une accentuation des phénomènes inflammatoires et puis on peut avoir des flux menstruels qui sont plus douloureux. Et ça va aussi renforcer la rétention d'eau chez les femmes. Au niveau du fer, on sait que la caféine diminue l'absorption du fer. Et si vous consommez un fer non héminique, c'est-à-dire qui ne vient pas de la viande mais des végétaux, ça réduit jusqu'à 40% son absorption quand vous buvez un café en fin de repas. Si vous avez tendance à être anémié, il vaut mieux prendre votre café à distance des repas ou vous en passer autant que possible. Et puis, comme autre point très négatif concernant le café, c'est pas tant par rapport à la santé, mais c'est plus par rapport au fait que la culture de café est l'une des plus corrompues dans le monde agricole, avec l'exploitation d'adultes et d'enfants, des salaires dérisoires, des destructions des sols aussi, parce que le café conventionnel demande beaucoup d'engrais, beaucoup de produits chimiques, et c'est ça aussi qui crée cette destruction. Donc si vous consommez du café, à minima, prenez un café bio et privilégiez des labels qui sont équitables. C'est jamais des labels qui sont 100% parfaits, mais en tout cas, ça limite la casse, clairement. Maintenant, il y a quand même des effets positifs, scientifiquement prouvés aussi, concernant le café. On sait, contrairement à ce qu'on croit très souvent, qu'il peut avoir un effet protecteur au niveau hépatique. Par exemple, des études ont montré qu'il y avait un risque réduit de foie gras, c'est-à-dire de stéatose hépatique, quand on consommait 1 ou 2 cafés par jour. On a aussi vu d'ailleurs jusqu'à 4 tasses par jour le fait que ça pouvait réduire les risques de calcul biliaire. On sait aussi qu'il y a une réduction du risque des maladies neurodégénératives, donc notamment Parkinson et Alzheimer. Et puis, il y a aussi une protection cardiovasculaire, encore une fois, grâce à sa richesse en polyphénol. Et ces antioxydants auraient d'ailleurs aussi un effet sur certains cancers, comme le cancer du sein ou celui de l'endomètre. Maintenant, si on fait une pause sur le café, avant même de parler des alternatives, si on se dit « Ok, je veux consommer un café, mais lequel choisir ?» Comme je le disais, prenez un bio, plutôt fair trade. Et au niveau de la torréfaction, je conseille plutôt une torréfaction moyenne. En fait, au niveau de la torréfaction, quand elle est légère, vous allez avoir plus de polyphénol. C'est tout le principe d'ailleurs du café vert. Mais on a vu aussi qu'une torréfaction va activer certains antioxydants aussi. C'est pourquoi c'est les bénéfices de la torréfaction moyenne. En revanche, si la torréfaction est forte, vous aurez plus d'acrymalides, qui sont ces fameuses substances cancérigènes. Donc l'idéal est de trouver la voie du milieu. Ensuite, au niveau du stockage, on va stocker toujours au frais et surtout limiter l'humidité. Concrètement, si vous vivez dans un endroit chaud et humide, vous avez tout intérêt à avoir des boîtes qui vous gardent ça sous vide et de les mettre au frigo. C'est pourquoi il y a une petite guéguerre où certains gardent le café au frigo, d'autres pas du tout. Mais voilà, ça a aussi son sens. Et l'avantage en fait de faire ça, c'est que ça va éviter les mycotoxines. Pendant un temps, il y a un petit scandale autour de ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été relayées sur les réseaux sociaux. Malheureusement, les mycotoxines, on n'en trouve pas que dans le café, mais c'est tous ces produits longue conservation. Donc là, la conservation au frais sans humidité, ou quoi qu'il arrive dans les boîtes sous vide, va limiter la prolifération de mycotoxines. Dans tous les cas, on va éviter les capsules. La première chose au niveau des capsules, c'est qu'il y a de l'aluminium. Donc, en général, on dit qu'il n'y a pas de résidus dans les boissons, mais c'est un sujet qui est assez controversé. Et même si c'est des microparticules, l'aluminium, on sait, ça se met au niveau cérébral. Et là, en l'occurrence, ça aggrave Alzheimer. Donc, en cas de doute, on va éviter.
Le gros problème des capsules, selon moi, c'est aussi que c'est ultra polluant. Donc, quoi qu'il arrive, si vos capsules ne sont pas biodégradables, eh ben, on évite. Ok. Ensuite, à quelle dose on va boire notre café? Alors, si c'était que moi, je dirais le moins souvent possible, évidemment. Maintenant, l'ANSES va vous dire que c'est entre 2 et 4 cafés maximum par jour, parce qu'au-delà, en effet, l'ANSES aussi reconnaît que ça crée une augmentation du cortisol. Du coup, là, on a des effets délétères sur le système cardiovasculaire, sur le système hormonal, et on a cette dette énergétique. Moi, pour ma part, et clairement avec ma sensibilité, je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes, ces effets-là arrivent bien avant 2 cafés max par jour. Moi, si je bois 2 cafés par jour, déjà, je suis une pile électrique, mais surtout, dès que j'arrête, je fais un coma. Et je sais d'ailleurs que quand je bois un café, je ne le bois que parce que je sais que les jours suivants, je vais pouvoir me reposer. Je sais pertinemment que si je fais 1 ou 2 jours avec un petit café léger, et en fait, les jours qui suivent, pendant 2, 3, 4 jours, je vais vraiment avoir besoin de dormir davantage ou de faire des siestes parce que je vais avoir des crashs énergétiques. Je suis extrêmement sensible à cette dette énergétique. Et plus on a l'habitude de boire du café, moins on ressent en fait ces effets. Il y a une forme d'accoutumance. Mais par contre, en effet, on peut se retrouver avec ce que je disais précédemment au niveau du sevrage, des grosses migraines, une sensation d'être déprimé, bref, tout ce que j'ai dit précédemment. Ok ? Quoi qu'il arrive, si vous en consommez, évitez de le consommer avec du lait de vache, parce que l'alliance du café avec la caféine, ça crée un mélange qui est très indigeste et qui est toxique pour le foie. Donc on s'épargne ça, préférez plutôt un lait végétal, si vraiment vous devez en consommer, un lait de coco, pourquoi pas, ou alors du lait d'amande, mais pour tout ce qui est lait de riz, lait d'avoine, comme je le disais dans le passé, on évite. Alors, quand boire son café, pour faire le pont justement, donc jamais à jeun, tout simplement parce que ça va aggraver l'acidité gastrique. Ça va faire exploser votre taux de cortisol, parce que le matin, quand on se réveille, votre cortisol est déjà haut, si tout fonctionne bien. Donc vous allez avoir une double dose. Et c'est ce qui va créer aussi de l'inflammation et de l'irritabilité dès le matin, que ce soit au niveau nerveux, mais aussi digestif. Le meilleur moment, en fait, ce serait après le petit déjeuner, donc pas sur un ventre vide, vers 10-11 heures, où le cortisol commence à redescendre légèrement. Et là, en fait, le café va travailler avec votre cycle circadien comme pour prolonger, en fait, l'effet du cortisol. C'est le meilleur moment pour boire un café. Quoi qu'il arrive, pour favoriser un bon sommeil, chez les personnes qui sont peu sensibles au café, on va éviter après 15 heures. Pour les personnes très sensibles au café, on va éviter après midi. D'accord ? Ce qu'il faut retenir, c'est que le café a une durée de vie de 6 à 8 heures, selon notre manière de le métaboliser. Mais quoi qu'il arrive, quand on en a consommé, on se rend compte que le sommeil va être plus léger. Donc, voilà, on essaie d'éviter, surtout dans des moments où vous êtes en vacances, des moments où vous pouvez vous reposer. C'est le moment de faire des sevrages de café pour dormir plus profondément et donc rentrer de vos vacances plus en forme. Maintenant, au niveau des différents types de café. Donc vous avez déjà le café instantané qu'on trouve parfois justement dans les buffets de certains hôtels ou quand vous êtes en déplacement. Pour moi, ça, c'est un café de très mauvaise qualité. C'est un produit ultra transformé. Il contient souvent beaucoup d'acrylamide. Donc, clairement, on évite. Ensuite, vous avez le café vert. Ce café vert, c'est plus difficile à trouver. Ça n'a pas du tout le goût du café. Donc, les amateurs de café ne vont pas aimer, mais je vous en parle quand même. Ça se fait en infusion ou en décoction, même plutôt. Il y a moins d'acrylamide, bien sûr, parce que ça n'est pas passé par le processus de torréfaction. Vous allez avoir bien sûr des antioxydants et il a un effet détox, en fait, ce café-là. Il y avait d'ailleurs une marque que j'adorais dans le passé, qui s'appelait Naka et qui était un mélange de café arabica avec du café vert. Donc il mélangeait en fait cet effet pauvre en caféine et détox, mais il n'existe plus. Je pense que la boîte a dû fermer. Je ne retrouve plus du tout cette marque de café. Sinon, dites-le moi, je serais intéressée. Vous avez le décaféiné également, qui est une alternative du café. Alors, ce qu'il faut savoir pour le décaf, c'est qu'il y a toujours un petit peu de caféine, mais il en contient 8 à 12 fois moins, donc c'est quand même pas rien. Et au niveau du décaféiné, il y a plusieurs méthodes. La première, qui est le décaféiné classique que vous trouvez en supermarché, c'est fait avec des solvants. On dit qu'il n'y a pas de résidus, on dit que sinon les résidus sont faibles, mais pour ma part, j'évite. D'accord ? Quand on a une consommation quotidienne, c'est pas du tout le genre de café vers lequel je vais me tourner. On va plutôt préférer un décaféiné bio sans solvant. Et là, il y a 2 méthodes qui sont utilisées. Soit c'est fait avec du CO2 supercritique, qui est en fait la meilleure manière de faire du décaf. Il n'y a pas de solvant, ça préserve super bien les polyphénols. Il n'y a donc pas de résidus et c'est le top.
Et sinon, il y a la méthode à l'eau avec du charbon actif, et ça aussi, c'est propre, et ça préserve les antioxydants. Donc quoi qu'il arrive, en général, quand c'est bio, c'est l'une de ces deux options. Voilà pour les types de café. Maintenant, vous allez certainement me demander, ok, c'est bien beau tout ça, mais si je ne veux pas boire de café, si je veux vraiment limiter la caféine, qu'est-ce que je prends? Et là, il est très important de préciser que vous allez avoir des substituts en termes de stimulation et d'autres en termes de saveur, de boissons noires, marron à consommer. Et parfois, en fait, je vois des personnes qui disent « Ah, mais j'ai remplacé mon café par la chicorée ». Oui, mais la chicorée, il n'y a pas de caféine, d'accord? Donc si à la base, vous cherchez quand même quelque chose qui vous stimule, avec la chicorée, ça va être compliqué. Ou alors, en très bon remplaçant du café, vous avez le guarana. Comme je le disais précédemment, donc le guarana, c'est une graine originaire d'Amazonie qui, une fois ingérée, va diffuser de la caféine dans le corps, mais de manière plus lente que le café. Donc on n'a pas ce pic, ça ne vient pas fouetter nos surrénales comme le ferait un café normal. Et en l'occurrence, vous pouvez même en consommer en gélule ou en poudre pour le mettre dans un café décaf, par exemple, de bonne qualité, ou dans un thé, ou dans une boisson, ou dans un smoothie. Moi, pendant des années, avant une séance de sport, je consommais le matin du guarana pour me stimuler un petit peu. Mais par contre, ça n'a pas du tout le goût du café, d'accord? Donc tout dépend de ce qu'on recherche. On pourrait se dire, pourquoi pas faire une chicorée, par exemple, qui a cette couleur marron, brune, qui, quand elle est torréfiée, a ce léger goût en fait de café. En fait, c'est ce qu'on aime parfois, les acrymalides, c'est nocif, mais c'est aussi ce qui donne ce goût qu'on aime bien, d'accord? Dans les produits très cuits, un peu cramés, un peu toastés. Donc on va retrouver ça avec la chicorée torréfiée. Et pour le côté stimulant, on pourrait y mettre du guarana. Le seul inconvénient, c'est que le guarana a un goût légèrement amer, donc il faut bien le doser. Mais pour le coup, guarana, là, on est sur une super alternative au côté stimulant, plus doux, moins fouettant, on va dire, mais qui n'a rien à voir en termes de saveur. La chicorée, donc c'est ce que j'étais en train de vous dire, elle va être riche en fibres et elle contient de l'inuline. Donc intéressante pour avoir cette boisson chaude. Mais par contre, chez les personnes qui ont des troubles digestifs, attention parce qu'en excès, elle va avoir un effet prébiotique. Donc ça peut venir vous déranger un petit peu au niveau digestif. Je pense notamment aux personnes qui fermentent à cause de l'excès de glucides ou des personnes qui sont très sensibles aux effets laxatifs de certains produits parce qu'elle a un effet laxatif doux, la chicorée. Mais ça veut dire aussi que les personnes qui boivent un café pour aller aux toilettes trouveront quelque chose d'intéressant avec la chicorée. Là, c'est important, je vais quand même préciser quelque chose, c'est que le café est irritant. Très souvent, il surstimule le nerf vague qui va donc activer la contraction aussi de l'intestin et favoriser des selles, voire des diarrhées. Donc certaines personnes me disent, moi j'ai besoin de mon café clope pour faire caca le matin. Ouais, mais alors c'est qu'il y a un gros problème en fait, d'accord? Parce que si vous avez besoin de ça pour aller aux toilettes, c'est qu'à la base, vous êtes ultra constipé. Et c'est important de travailler avec un naturopathe pour réguler tout ça. C'est pourquoi d'ailleurs dans Inginutri, dans ma formation, il y a tout un chapitre où on voit d'abord l'équilibre acido-basique, on va retrouver un bon pH. Puis dans les modules suivants, on voit comment réparer l'intestin, faire une cure de régénération intestinale. Et en amont, il y a les excitants qui ont été enlevés ou limités. Mais c'est important de faire ce travail parce qu'à long terme, ça peut vraiment créer des troubles au niveau digestif, des grosses inflammations, voire des pathologies. Ensuite, au-delà de la chicorée, vous avez ces céréales torréfiées comme le Yano, comme toutes ces marques en fait, qui font des mélanges de seigle, d'orge, de chicorée torréfiée. L'avantage de la chicorée, c'est qu'elle n'a pas du tout de gluten. Donc pour les personnes intolérantes, c'est mieux d'aller sur la chicorée. Pour celles qui ne sont pas forcément intolérantes et qui préfèrent vraiment un goût qui ressemble plus au café, vous allez préférer ces mélanges de glands, de seigle, d'orge, parce qu'ils ont un goût un peu plus proche du café. Ensuite, bien sûr, vous allez avoir d'autres boissons qui peuvent remplacer le café. Je pense au chai, par exemple, c'est-à-dire un mélange de thé, d'épices. Vous pouvez avoir du thé noir qui contient de la théine. Le thé vert, le thé blanc contient aussi. Alors, il y a des thés blancs qui contiennent peu de théine, certains qui en contiennent beaucoup. Ça dépend vraiment du type de thé que vous prenez. Donc, renseignez-vous au moment de l'achat. Et enfin, on peut aussi bien sûr penser aux tisanes. Alors là, bien sûr, rien à voir avec le goût d'un café. Mais ça peut être bien, en fait, si vous buvez par exemple 4 cafés par jour, de vous dire, il y a au moins 2 cafés que je vais remplacer par une tisane. Le but, en fait, ça va être de prendre des plantes que vous aimez. Pour le matin, j'aurais tendance à conseiller, par exemple, du gingembre avec du romarin pour l'effet stimulant et digestif. En fin de journée, je vais plus conseiller de la verveine, de la mélisse, ou en fin de repas, de la menthe poivrée aussi. Donc, faites vos expériences, testez, d'accord ?
Mais en tout cas, j'espère qu'avec ces propositions-là, ça vous donnera l'envie de varier. Alors à la grande question de est-ce que je vais boire mon café? Eh bien aujourd'hui, oui, parce que j'enregistre 3 épisodes de podcast, que demain je serai off, je voyage pour la France, donc j'aurai le temps de dormir dans l'avion, de me faire des petites siestes et je pourrai un peu récupérer. C'est un café bio, Fairtrade, que j'ai fait avec ma petite machine italienne, parce que voilà, je suis italienne et j'ai toujours appris à le faire comme ça et j'aime bien le goût. Mais par contre, moi j'aime bien les cafés qui sont très très légers. Donc souvent je me fais un tout petit fond de ce café-là et je le rallonge à l'eau chaude. Ça me permet d'avoir ce côté gros mug, mais sans me charger de caféine. Voilà. Quoi qu'il arrive concernant ce café, il ne faut pas oublier que c'est un produit noble. C'est comme le chocolat. J'en parlais quand j'ai fait l'épisode sur le cadmium. C'est des produits qui demandent peut-être de mettre un petit peu plus de conscience sur la quantité des produits qu'on consomme. J'ai une amie qui est une grande fan de café et qui a senti les effets délétères sur son système nerveux et sur son cycle hormonal et notamment son cycle menstruel. Donc maintenant, elle en consomme vraiment avec un petit peu plus de parcimonie. Mais puisqu'elle adore le café, elle a une excellente machine à café chez elle. Elle le moud elle-même. C'est vraiment un moment de conscience. C'est presque un moment méditatif. Vous savez, c'est un petit peu comme ces cérémonies du thé qu'on fait où on prend le temps. Ça permet en fait de mettre plus de conscience sur ce qu'on fait, de limiter la consommation et de se rappeler que c'est des produits qui viennent de loin et donc par définition, on consommait de temps en temps très bien, mais quotidiennement, pas vraiment. L'idée n'est pas du tout de se culpabiliser, mais juste de mettre un petit peu plus de conscience sur nos habitudes. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. S'il vous plaît, pour soutenir mon travail, notez-le, partagez-le, mettez un petit pouce si vous êtes sur YouTube. Je vous en serai très reconnaissante. Et je vous retrouve demain pour parler d'une autre boisson que cette fois-ci j'adore et consomme beaucoup plus. Ce sera le thé vert matcha. Donc à demain.